Bonjour, je suis Bruce Lane, je représente la société Sophia Digital Art où je suis tout seul comme dirigeant et développeur. Je fais des projets web, mobile, un peu de réalité virtuelle, des choses autour du graphisme comme les shaders, etc. Et c'est une démarche aussi un peu artistique. Donc, il m'arrive de faire du live coding, de shaders, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Ionic dans sa dernière version, avec la possibilité d'utiliser React. Donc, Ionic, c'est un framework qui est assez ancien maintenant, je crois que ça a une dizaine d'années. Et il donne la possibilité de créer des applications hybrides. Donc, qui fonctionnent soit en mode web, soit sur les smartphones Android, iOS ou Windows Phone. Et ce que j'aime bien dans ce framework, c'est qu'on écrit le code une fois et qu'on peut faire soit du web, soit des applications mobiles avec le même code. Après, on peut choisir aussi le langage, soit on fait du JavaScript pur et dur, soit on fait du TypeScript, qui est un JavaScript typé, donc qui nécessite d'être transpilé en JavaScript pour être compris des navigateurs. Mais l'intérêt du TypeScript, c'est que toutes les variables qu'on va créer, elles sont d'un type prédéfini, comme string, number, etc. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler des nouveautés de Ionic 4, parce que historiquement, Ionic était lié à Angular depuis la version 1. Et là, ils ont tout réécrit le core d'Ionic ici, basé sur leur propre système de web composants qui s'appelle Stencil. Et Stencil, l'intérêt des Web Components, c'est que c'est le navigateur, enfin ça respecte les standards des navigateurs. Donc on est sûr que dans le futur, ça va toujours fonctionner, puisque c'est des choses standards, alors que tous les frameworks qui sont autour, ils peuvent disparaître ou ils peuvent ne plus être compatibles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu la transition d'Angular 1 à Angular 2, ça a été assez pénible. Donc plus on est proche du cœur des navigateurs avec les Web Components, le mieux c'est et dans le futur, c'est plus pérenne. Donc Stencil, vu qu'ils ont réécrit le cœur avec des composants web, on a désormais le choix avec Ionic 4 d'utiliser soit Angular, soit React, soit Vue ou Stencil directement. On peut créer avec Ionic des applications desktop aussi, avec Electron.js ou avec l'Universal Windows Platform de Microsoft. On peut aussi faire des PWA, ce qui sont des Progressive Web Apps. Donc c'est des applications qui sont sur le téléphone et donc tous les composants sont dans un cache qui peut être mis à jour ou pas. Donc ça c'est pour les Progressive Web Apps. Et quand on veut utiliser des extensions natives, avant on utilisait Apache Cordova, qui a été maintenant remplacé par Capacitor au niveau Ionic, mais beaucoup de ce qui est Capacitor est en réécriture actuellement et est censé remplacer Cordova à terme, mais c'est compatible Cordova de toute façon, Capacitor. Je ne sais pas s'il était clair. Voilà, donc une chose à avoir à l'esprit, c'est que plus on utilise un framework de haut niveau et plus la taille du bundle, c'est-à-dire de l'application, augmente. Donc pour la même application, si on regarde en Stencil, elle fait 3K, alors qu'en Angular, elle va faire 13K ou en React 40K carrément. Parce qu'on intègre tout le framework dans l'application. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si on a un souci de performance dans le choix du framework qu'on va utiliser. Il y a aussi LitElements ici,
qui lui est basé sur l'ancien projet Polymer. Donc Polymer, ça évolue plus, mais ils ont créé un nouveau framework qui s'appelle LitElement, qui est très près des Web Components aussi. Donc comme je disais, Capacitor est censé remplacer Cordova, mais il est compatible. Et c'est une version 1, ça sort juste de la bêta ce mois-ci. Donc ça permet d'utiliser tous les plugins comme la géolocalisation, les contrôles calendrier qui sont différents sur Android et iOS, par exemple. Donc tout ce qui est fonctionnalités natives sont accessibles par Capacitor maintenant. Et il y a une API open source si vous voulez créer vos propres composants natifs et les utiliser en mode JavaScript d'Ionic. Je vais vous présenter un petit peu React pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent React ici? Quelques-uns, d'accord. Donc React, c'est une librairie JavaScript développée par Facebook qui est censée être utilisée pour créer des interfaces utilisateurs. Donc c'est juste le côté view du pattern MVC. Et le but, c'est de faire des composants réutilisables. Donc une page web aurait plusieurs composants qui peuvent être instanciés plusieurs fois, ou ces composants, on peut les réutiliser dans d'autres projets. Le but, c'est de réutiliser le code et d'aller plus vite dans le développement. Ces composants sont chargés sur un document object model de la page web qui est virtuel, ce qui permet de faire un re-rendu que du composant qui a été modifié pour optimiser le chargement de la page. Une fois que la page est chargée, dès qu'on change quelque chose dans un composant, il n'y a que le composant qui est re-rendu dans le virtual DOM et qui va adresser le DOM réel. Donc, ce qui permet de faire des pages plus réactives, d'où le nom React par exemple. Donc, les composants React, donc c'est un peu comme des Lego, on les assemble et on crée notre application avec. Donc, soit on utilise des composants déjà faits, soit on les crée nous-mêmes. Et chaque composant est soit une classe JavaScript, soit une fonction. Et le langage utilisé dans React, c'est du JavaScript as XML. Donc c'est une extension de la syntaxe JavaScript en XML. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait des balises HTML, sauf qu'elles ont les noms des composants qu'elles utilisent. Donc par exemple, justement cette slide de la présentation a été faite avec React. Et ça, c'est le code source de cette page-là. Donc il y a une slide avec un titre, avec donc des paramètres. Là, ici, c'est une constante, c'est 3 la taille, mais ça pourrait être une variable. Donc tout ce qui est entre accolades, c'est des variables qui sont ailleurs dans le code. Donc ça permet d'avoir une syntaxe qui est relativement lisible pour ceux qui connaissent l'HTML, ils ne seront pas perdus. Mais au milieu, on va mettre des balises pour adresser les variables, les objets, etc. Et en fait, quand on appelle le tag slide, par exemple, ça vient directement avec toute une librairie JavaScript. Oui, c'est-à-dire que là, ça appelle un composant qui s'appelle slide, qui fait partie d'une librairie qui s'appelle Spectacle en l'occurrence, qui est une librairie pour faire des présentations. Donc je peux vous montrer le code vite fait. Voilà. Donc ici, ça c'est mon application qui fait les slides ici. Donc j'ai un deck avec plusieurs slides, avec les transitions pour passer des slides à l'autre. Voilà. Donc tout ça, c'est des composants qui font partie d'une librairie qui s'appelle Spectacle. Donc ça peut paraître un peu déroutant, mais en même temps, ça s'apprend relativement vite, puisqu'on n'est pas dépaysé, puisqu'on fait un peu comme du HTML.
sauf qu'on vient mettre des bouts de JavaScript dedans, des fonctions, etc. Chaque composant a son propre état, ça s'appelle le state dans React. Donc c'est l'état interne d'un composant qui est modifiable et qui gère les interactions sur le composant, par exemple un clic sur un bouton ou la réception de données d'un web service. Donc quand le state change, le composant fait un re-render, il se réaffiche avec les données qui ont été actualisées. Donc pour chaque composant de la page, on a chacun leur state. Et si on a des composants qui sont enfants de ces propres composants, on peut leur fournir des données à partir du parent vers l'enfant en utilisant les propriétés, les props, qui elles sont initialisées avec le composant à la création du composant, mais qui sont en lecture seule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les propriétés, il faut modifier le state de l'objet parent. Je vais vous montrer un peu de code pour que ça soit un peu plus clair. Ah ouais, c'est pas très grand. Si je fais CTRL+, là. Ouais. Ouais. Donc ici, on a un enfant, qui est donc un composant qui est en mode fonction, là. Là c'est un composant classe. Là, c'est un composant de type fonction. Donc, il reçoit des propriétés et il les affiche ici dans une balise H3. Donc, les props qu'il reçoit là, il prend le message qui est dans les props qui sont passés à partir du parent. Donc, si on regarde le code du parent, lui, il a un state avec un message. Et dans le render, il peut afficher plusieurs occurrences du composant enfant en lui passant des paramètres qui sont donc les props qu'on voit ici. Donc ici, là, c'est une chaîne de caractères, là aussi, mais on peut aussi passer donc un élément du state qui, lui, quand il est modifié, tous les enfants qui sont dessus, qui sont instanciés dans cette page, sont modifiés aussi et font un re-rendu. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est un concept de React. Ah ouais. Alors, ça c'est très bien quand on a une dizaine de composants et qu'on n'a pas trop d'interaction dans les composants. Mais si on a un gros projet avec une centaine de composants, on se retrouve assez vite dans une situation comme ça, où si on change un composant, il doit faire modifier toutes les props de tous les composants qui sont là, sachant qu'ils peuvent être n'importe où et pas forcément hiérarchisés. Alors c'est pour ça que souvent dans React, on essaye d'avoir un state, pas par composant, mais un state global à l'application. Et c'est pour ça que Redux existe. C'est d'avoir donc un magasin de données, de fonctions, qui est global à l'application, et qui, quand il reçoit une modification, la dispatche à tous les composants qui écoutent ces données. C'est un peu comme le Virtual DOM. Pas exactement, non. La philosophie. Le Virtual DOM, c'est pour l'affichage. Le Virtual DOM, il est en mémoire. Mais quand on change le state, effectivement, ça va agir sur le Virtual DOM. Mais là, c'est un concept purement React. D'un état global du state. Et quand on appuie sur un bouton, c'est une action. Ça déclenche un reducer qui va modifier dans le state global qu'une partie réduite, c'est pour ça que ça s'appelle un reducer, qu'une partie réduite du state, par exemple le message qu'on a vu tout à l'heure. Donc une fois qu'on a envoyé une action, ça modifie le state et le composant React il est à l'écoute du state global
et il est mis à jour, et donc le rendu modifie la page. Donc pour l'installer, c'est du npm install comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est un exemple de Redux. Donc les composants, par exemple le parent-enfant qu'on a vu tout à l'heure, il faut importer la fonction connect de React Redux. Ensuite, donc c'est une fonction. Ici, là, on a notre composant qui s'appelle AssetList. Et la fonction va permettre de mapper le state aux props. C'est-à-dire, on reçoit le state global et on récupère cette fonction-là. Elle récupère donc le state global. Et par exemple, pour ce composant-là, on a besoin juste d'un tableau qui s'appelle assets. Donc on récupère la partie assets du state et on l'assigne à des props, qui sont les propriétés du composant lui-même. Et pour pouvoir après les utiliser, par exemple, dans ce champ texte où on utilise le premier élément du tableau d'assets et on met le nom de l'image, par exemple. Bon, c'est un peu compliqué Redux, hein. Moi j'ai pas tout compris de suite, il m'a fallu quelques semaines, pour pas dire mois. Voilà. Donc la structure d'une application React, c'est d'abord une page HTML qui est dans le dossier souvent qui s'appelle public. Donc dans le dossier public, on a toutes les images, les icônes qui sont statiques, dont la page index.html. Et c'est dans cette div qui est ici dans body, avec un ID qui s'appelle root, mais ça pourrait s'appeler n'importe comment. Toute l'application React va se brancher sur ce div-là. Donc ensuite, ça c'est une page HTML toute bête, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter du Google Analytics, d'autres divs, etc. Mais votre application, pour qu'elle fonctionne, il faut un div avec un ID que vous définissez et que vous connectez au composant app qui est en fait l'application. Donc il faut juste que le nom que vous mettez là corresponde à ce que vous avez mis dans la page HTML. Et après, vous avez donc toute l'application avec tous les composants qui seront dans l'application, qui seront disponibles dans ce div-là. Et pour rajouter les CSS d'Ionic pour que les composants s'affichent bien, il faut rajouter ces deux lignes-là. Core.css et ionicbundle.css. Voilà, donc je vais passer en mode code maintenant. Hop. Je vais vous montrer une application. Donc ça, je peux faire. Alors, sur mon site web, j'ai toute une Sophia Digital Art. J'ai mis deux articles de création à partir de zéro d'une application Ionic React, une en JavaScript et une en TypeScript. Donc ça décrit toutes les commandes pour voilà. Donc il faut installer Ionic globalement. Ensuite, donc là, on crée une application React. Ici, on ajoute tous les composants Ionic, avec le capacitor qui permettra aussi d'exécuter ça sous Android avec nos plugins si on en a besoin. Donc ça, vous pourrez regarder sur mon site, hein, c'est sophiadigitaLart.com.
Et il y a toutes les étapes pour créer une application. Ionic React. Donc ça c'est un exemple d'application. Donc après c'est du là donc du coup on est en mode web. Et si on se met un peu à la résolution d'un téléphone, voilà, on a le menu qui arrive ici. Bon, c'est standard, mais alors ici on a des tabs, navigation donc sur le côté, en bas, et à l'intérieur aussi. Voilà. Et cette même application, si je lance, hop. Donc voici, ça c'est le code source de cette application. Là je l'exécute dans le navigateur. Ouais. Voilà, si je lance cette commande-là permet d'ouvrir Android Studio. Et donc ici, ce qu'il faut faire, c'est un script qui s'appelle npm run ionic build, qui va créer donc un build de l'application, donc un bundle.js qui lui va être intégré à l'application Android en tant que WebView. Alors, le package JSON, il est ici. Voilà. Donc, ça fait un build et ça copie les fichiers du build dans le dossier Android qui va pouvoir donc être utilisé par Android Studio plus tard. Donc, si je fais un build ici, bon, ça prend un quart d'heure. Je reviens plus tard. Voilà, donc là, il a créé son build avec toutes ses dépendances, etc. Et maintenant, donc, on peut l'exécuter soit sur un émulateur, si j'ai un émulateur qui tourne, soit sur mon téléphone ici. Je vais le lancer dans l'émulateur. Si j'arrive à trouver la souris, voilà. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en mode debug, on peut mettre des points d'arrêt, voir ce qui se passe, etc. Donc on a la même application en mobile. Voilà, les catégories. Voilà. On a des composants pour reloader, pour recharger, etc. Donc on a vraiment un framework complet pour créer des applications assez sympathiques. Et la même chose sur le mobile ici. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. C'est bon, tu as encore un petit peu de temps, ouais. Oui. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Oui. Du coup, ma question, c'est Ionic avec React, c'est-à-dire que c'est Ionic qui va fournir des composants React qu'on va implémenter, ou on peut coder à notre sauce notre propre composant et le capacitor il va automatiquement les transpiler comme il faut. On a les deux possibilités. Soit on utilise du React de base, avec les balises button, etc. Soit on utilise les composants Ionic. Et par exemple, je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas si je prends une page support. Voilà, tout ce qui est préfixé par Ion, c'est du Ionic.
mais on peut mélanger du Ionic avec des divs, des buttons, ce qu'on veut en fait. Et du coup, si on met des buttons, tout ça à notre sauce, est-ce que Capacitor est capable de le transformer nativement ou pas? Non, non. Il faut utiliser les trucs faut Bah, utiliser les composants React faits par Ionic en fait. c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, si on veut un date picker, un sélecteur de date qui soit natif, il va falloir déjà ajouter. Ouais, donc il y a, je crois que ça s'appelle Ion Date. Ion Date Time, voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux utiliser les composants d'Ionic si on veut vraiment tirer parti de la plateforme. Mais des fois, on récupère des composants React tout faits. Donc, plutôt que de tout réécrire, on va les laisser tels quels, mais on n'est pas sûr que ça s'affiche bien aussi. Voilà. Donc, cette page-là, elle se trouve où? Voilà, donc cette page-là, elle est là. Hop. Donc, il y a le header ici. Donc c'est tout du déclaratif, hein, c'est assez facile à apprendre. Ce qui est plus dur, c'est tout ce qui est React avec le state, Redux. Oui. Quel est l'avantage d'utiliser React comparé à Angular? Ça, c'est une préférence personnelle. Enfin, pour moi, j'ai préféré React à Angular. J'ai fait du Angular 1 à l'époque. Et je trouve que la syntaxe est plus jolie et compréhensible. Mais c'est vraiment une préférence personnelle, mais ça peut être aussi la préférence du directeur informatique qui impose ça. Moi, j'aime bien cette démarche-là. Oui. Le store Redux, il est aussi compatible avec Ionic React du coup? Le store. Oui. Si on met Redux, on peut transpiler. Oui, effectivement. Ici, j'ai mon store là, Ok, d'accord. avec mes actions, tout ça. Et dans l'application ici, donc j'importe mon store ici. Mais ça, voilà, ça reste comme React, quoi. Il n'y a pas besoin de refaire. Ouais. Oui, ça c'est pareil. Avec Ionic ou quoi que ce soit, et le corps, on comprendra tout seul. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est du React pur et dur. J'ai pas parlé du routeur, mais c'est ce qui permet en fait de faire le routage interne selon les URL vers différents composants. Donc ici, j'ai mon store global, donc c'est mon state. Et donc dans chaque composant, le composant reçoit le state global. Hein. Voilà. Et donc ça c'est pour le routage, on peut faire des routes selon si l'utilisateur est authentifié ou pas, etc. Après j'ai une application avec Firebase aussi, ça s'intègre assez bien. J'ai un peu plus de mal avec les maps Google, mais il y a des composants pour ça. Oui. Tu peux accéder au capteur, par exemple, du téléphone avec des composants spécifiques Oui, dans Capacitor ici, par exemple le gyroscope. Donc il y a une bibliothèque en fait Capacitor, mais enfin, globalement 80% c'est du Cordova derrière. Hein. Ouais. Donc il y a tout la procédure d'installation. Donc Ionic Cordova plugin add gyroscope là. Et après on installe la partie Ionic native gyroscope. Donc c'est donc ici il y en a beaucoup. Hein. Il y a de la géolocalisation, il y a le calendrier, les gyroscopes, etc. Ils ont prévu des composants pour la gestion des notifications, par exemple, qui est un peu pénible
Alors, moi justement, je suis sur une appli où il y a des notifications push qui viennent de OneSignal ou Firebase. Mais OneSignal est basé sur Firebase Messaging. Donc, oui, ça fonctionne. Mais je crois qu'il y a un système de push interne. Ah non, justement. Avant, dans Ionic, il y avait un système de push qui était propre à eux. Maintenant, ils redirigent vers OneSignal. Ils ne veulent plus gérer ça. Puisque OneSignal le fait beaucoup mieux que ce qu'il faisait avant. Et c'est devenu un standard. Ouais, ok. Par rapport à React Native, les avantages et inconvénients. Alors, j'ai fait un peu des deux. Alors, ce que j'aime bien dans Ionic par rapport à... Enfin, React Native est super. Seulement, le code, il n'est pas vraiment réutilisable en mode web. On a des views, des balises qui sont spécifiques. Ce que j'aime bien avec Ionic, c'est justement l'intérêt, c'est que je peux faire un site web, si j'ai pas de plugin natif, je peux faire un site web et une application mobile avec le même code. Avec React Native, on a vraiment une syntaxe particulière à React Native qui est... C'est dommage, ils auraient pu utiliser la même syntaxe que React tout court, déjà. Et, après, c'est pas très compliqué de passer de l'un à l'autre. Après, j'ai pas assez de recul pour voir vraiment s'il y en a un qui est plus performant que l'autre, parce que c'est un peu le même concept d'une web view, et c'est du JavaScript. Native, c'est pas une web view. C'est des composants natifs. Ah, d'accord, ouais. Ah oui, c'est un Chromium ou un truc comme ça, non? C'est des views natifs. Ok. Je pense qu'on a aussi des plus performants, mais j'ai pas le recul sur Ionic. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est principalement l'expérience utilisateur qui n'est pas forcément la même, et de bien voir sur le type d'application qu'on veut faire, ce qui correspond. Ouais. Une autre question? Un dernier mot de sagesse, Bruce? Non. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci.